Je vois quelques têtes qui hochent, mais comme je ne vois pas grand monde sur l'écran, par rapport au nombre que vous êtes. Oui, moi je vous entends bien. Alors, juste pour vous prévenir, du coup, comme on va faire un replay du webinaire de ce soir, ce sera enregistré. Voilà. On va attendre encore peut-être quelques instants, voilà, que tout le monde arrive. Oui, parce qu'il y a encore du monde qui arrive là, pendant que je vous parle. Là, on va encore attendre 2 minutes et puis on commencera. J'avais ça et en fait, quand je le mettais, ça ne marchait pas. On va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Pour ceux qui viennent d'arriver, alors, attendez, quelqu'un qui arrive, voilà. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc le webinaire sera enregistré puisque après on va proposer un replay donc, qui sera accessible sur le site du CREAI. Voilà. Écoutez, bienvenue pour ce webinaire sur l'étude l'accompagnement et l'assistance sexuelle en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a mené sur l'année 2023 et qui a été du coup finalisée en janvier 2024. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu le contexte de l'étude. Et puis après, je laisserai aussi la parole à mon collègue Julien Barbosa qui est là avec nous. Voilà, on fera une présentation à 2 voix. J'essaye de changer de diapo. Ok. Donc, au niveau du contexte, c'est une étude qui a été financée par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du CEPOM entre l'ARS et le CREAI, et donc sur voilà, un axe 4 sur les questions de vie affective et sexuelle. De l'étude, c'était vraiment de mieux saisir la réalité du phénomène du recours à l'accompagnement et à l'assistance sexuelle par les personnes en situation de handicap en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, pour refaire un petit historique de pourquoi, voilà, pourquoi cet objet d'étude, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu un changement assez fort dans la vision de la société sur la sexualité des personnes en situation de handicap. Alors, avant, on va dire, voilà, avant les années 2000, la sexualité des personnes en situation de handicap était vue soit comme du côté de l'ange, soit comme du côté de la bête, en tout cas comme une sexualité qui était de toute façon anormale.
Aujourd'hui, les visions ont changé. On entend de plus en plus parler de cette question de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Et il y a même des revendications assez fortes sur le droit à la sexualité. Donc, du coup, ce qu'on peut entendre aussi de plus en plus, c'est la frustration et la souffrance voilà, qui est de plus en plus visible des personnes en situation de handicap par rapport à cette question de la vie affective et sexuelle. Et une des réponses du coup, qui est apportée, c'est la question de l'assistance sexuelle qu'on a vu émerger en France à peu près à partir des années 2010. Et en particulier avec une première interpellation donc, du Comité consultatif national d'éthique en 2012 par Madame Cluzel. Et donc, cette étude, c'était vraiment pour tenter de saisir la réalité du phénomène, voilà, tant en termes quantitatifs, est-ce que c'est quelque chose qui est important, et aussi en termes qualitatifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'y passe dans ces rencontres avec des accompagnants ou des assistants sexuels. Petite précision au niveau de la terminologie. Donc là, on va utiliser souvent le double terme d'accompagnant et d'assistant sexuel, puisqu'en fait, les associations qui forment, dont on va vous parler après, des accompagnants et des assistants sexuels, n'ont pas forcément la même approche. Certains parlent d'accompagnement et d'autres parlent d'assistance sexuelle. Voilà, ceux qui parlent d'accompagnement sont vraiment dans une vision où ils tentent de se détacher de la question de l'assistanat, pendant que ceux qui sont dans une vision plus de l'assistance sexuelle, ils sont du côté, on va dire, du droit à la compensation. Voilà. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Peut-être aussi en termes de déroulé du webinaire, on va vous présenter voilà, un certain nombre de points et régulièrement, on fera des temps d'échange. Voilà, vous pourrez poser vos questions. Alors, notre questionnement initial était dans quelle mesure les personnes accompagnées en masse EAM, donc établissement d'accueil médicalisé, et EANM, établissement d'accueil non médicalisé, ont-elles recours à un accompagnant assistant sexuel en Bourgogne-Franche-Comté? La première hypothèse était que plus le degré d'entrave corporelle en lien avec le handicap est grand, plus l'intensité du recours à l'accompagnement ou à l'assistance sexuelle est importante. Donc plus la personne est entravée voilà, dans son corps, plus il aura recours à l'assistance sexuelle. La deuxième hypothèse qu'on avait, c'était que la nature de l'attention portée par les accompagnants et les assistants sexuels est principalement corporelle, mais peut prendre d'autres avatars. On verra lesquels par la suite, et si on a répondu à cette deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse était que l'accompagnement et l'assistance sexuelle revêt une dimension éducative qui contribue à développer de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Donc, pour pouvoir répondre à ces hypothèses, on a eu 3 volets. Donc, le premier volet, c'était de clarifier déjà le cadre juridique et éthique de l'accompagnement et de l'assistance sexuelle en France. Pour ça, donc, il y a eu des recherches documentaires et la construction de fiches repères, donc des 4 pages juridiques et éthiques, que vous pouvez déjà retrouver sur le site du CREAI et qui vont être traduites en facile à lire et à comprendre pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Et la construction d'une bibliographie indicative sur la thématique. Donc, pour cette partie du volet 1, on vous le présentera tout à l'heure, donc ce sera mon collègue qui vous présentera cette partie. Ensuite, sur la partie 2, l'objectif, c'était de mieux comprendre la nature et l'intensité de l'offre, voilà, des services proposés par les accompagnants et les assistants sexuels en Bourgogne-Franche-Comté et d'identifier la typologie du public. Donc, c'est-à-dire,
on voulait voir déjà qu'est-ce qui était offert, combien de personnes ça pouvait concerner et quel était le public concerné. Donc pour ça, on a eu des entretiens avec 2 associations qui font de la formation d'accompagnants ou d'assistance sexuelle. Je vous présenterai tout à l'heure les résultats de ces entretiens, puisque il y a 2 associations qui actuellement forment des assistants sexuels qui exercent en France. Et puis, on a eu aussi 4 questionnaires à destination des personnes en situation de handicap, donc vivant en masse EAM et EANM, comme je vous disais tout à l'heure, à destination aussi des accompagnants ou assistants sexuels, un autre à destination des professionnels et un dernier à destination des aidants. La finalité, c'était de proposer une analyse quantitative du phénomène en Bourgogne-Franche-Comté. Le 3e volet, l'idée était de mieux connaître la réalité des pratiques d'accompagnants ou d'assistance sexuelle en Bourgogne-Franche-Comté. Et pour cela, on a mené 9 entretiens individuels semi-directifs, toujours auprès des mêmes 4 publics, donc des personnes en situation de handicap, pour lesquelles on a eu 3 entretiens, des accompagnants ou assistants sexuels, on a eu 3 entretiens également, auprès d'un professionnel, et puis 2 entretiens auprès d'aidants familiaux. L'idée était de proposer donc une analyse quantitative du phénomène du recours à l'assistance ou à l'accompagnement sexuel en Bourgogne-Franche-Comté. Au niveau des biais qu'on a pu rencontrer, méthodologiques, il y avait déjà le fait que le corpus auditionné est potentiellement peu représentatif des populations ciblées, puisque, je viens de vous le dire, on a eu 3 entretiens pour les accompagnants assistants sexuels pour les personnes en situation de handicap, 1 pour les pros et 2 pour les aidants familiaux. Donc, on a en effet une vision qui est comme peut-être, en tout cas, parcellaire. Au niveau des biais, il y a aussi des biais relatifs au mode d'accès, puisqu'on a eu des modes d'accès directs, mais aussi indirects aux interviewés. Parce que dans le questionnaire initial qu'on a envoyé, on demandait aux personnes si on pouvait les recontacter. Simplement, vous allez voir dans les résultats qu'on va vous présenter tout à l'heure, on a eu peu de personnes qui nous ont dit dans ces questionnaires avoir eu recours ou avoir aidé quelqu'un à avoir recours à des assistants sexuels. Donc, on a dû du coup passer par des associations de personnes ou des professionnels pour pouvoir avoir accès aux personnes qu'on a par la suite interviewées. Et puis, il y a aussi un risque du coup que certaines situations qu'on a rencontrées en fait se recoupent. Voilà, donc il y a un risque aussi de redondance. Donc voilà pour la partie sur le contexte de cette étude. Et je vais maintenant laisser la parole à mon collègue pour vous présenter le volet 1. Bonjour à tous, merci Nastasia. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter le premier volet de notre étude consacrée aux repères juridiques et éthiques. Et puis peut-être après, pour que ce soit plus dynamique, de prendre quelques questions, si vous avez, que vous puissiez réagir sur ce premier volet avant qu'on aborde du coup le second et le troisième volet. Donc la première chose qu'on a voulu faire dans cette étude, c'était clarifier le contexte et le cadre juridique, parce que ça nous semblait être un point important, à la fois pour les personnes qui ont recours, mais aussi potentiellement pour les aidants et les professionnels. Donc la première chose, c'est qu'en termes juridiques, purement juridiques, le droit français, il considère actuellement l'accompagnement ou l'assistance sexuelle comme une forme de prostitution. Il n'y a pas de différence pour le législateur et pour l'aspect juridique entre la prostitution et l'accompagnement ou l'assistance sexuelle. Intéressant de constater, c'est aussi qu'il n'y a pas de définition légale. La loi ne nous dit pas ce qu'est la prostitution et donc, par extrapolation, ce qu'est l'assistance ou l'accompagnement sexuel. Par contre, la jurisprudence, elle, définit ce qu'elle entend par, j'étais trop vite, par prostitution. Donc la Cour de cassation, elle nous dit que la prostitution, c'est le fait donc, de se prêter moyennant rémunération à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient afin de satisfaire des besoins sexuels. Et donc c'est ça qui va servir de référence légale
pour finalement pouvoir caractériser l'accompagnement ou l'assistance sexuelle à travers la prostitution. Donc, au niveau des repères juridiques, il faut distinguer l'offre d'accompagnement ou d'assistance sexuelle et puis les personnes qui ont recours à l'accompagnement ou à l'assistance sexuelle, comme pour la prostitution. Donc, depuis 2016, la loi a changé et on a donc ce qu'on appelle une pénalisation du client. Donc, en fait, l'offre d'assistance sexuelle, c'est ce qu'on a fait apparaître dans le tableau, elle est légale. On a le droit de proposer ces services-là. Par contre, ce qui est illégal, c'est le recours à l'assistance sexuelle. Donc, on n'a pas le droit de formuler la demande d'accompagnement ou d'assistance sexuelle. Et donc, le client, c'est ce qu'on a mis dans le tableau sur la colonne de droite, il risque une contravention qui est punie d'une amende de 1 500 € d'amende en l'absence de circonstances aggravantes. Et puis, en cas de récidive, on change de catégorie juridique, l'infraction devient un délit. Et puis, l'amende passe à 3 750 €. Donc ça, il y a déjà vraiment une clarification à avoir sur une offre qui est légale et une demande qui est illégale. Quand on a exploré un peu le sujet de l'accompagnement et de l'assistance sexuelle, ce qui paraissait aussi important de clarifier, c'était quelle est la qualification pour les gens qui mettent en relation l'offre et la demande. Et donc là, juridiquement, c'est aussi illégal puisque c'est assimilé à des actes de proxénétisme. Et donc là, vous voyez sur la colonne de droite que les sanctions ne sont plus les mêmes parce que donc, le proxénétisme est assimilé à un délit puni de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Et puis pour les comportements assimilés au proxénétisme, et ça je pense vraiment là aux directions d'établissement, dont le fait de tolérer au sein d'une institution des actes prostitutionnels, là, c'est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende. Donc là, je crois qu'on voit bien les enjeux, du coup, entre la différence qu'il peut y avoir en termes juridiques entre l'offre, la demande et puis la mise en relation. Donc dans la mise en relation, ça pourrait être un membre de la famille, un professionnel ou une direction d'établissement qui tolérerait au sein de l'institution des actes considérés juridiquement comme des actes prostitutionnels. On s'est permis aussi de rajouter un petit aparté sur ce qu'on appelle le caiming. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que c'était un acte légal ou pas en France? Donc, le caiming, c'est quand on a recours à des services de travailleurs du sexe pour avoir des relations, mais par vidéo interposée. Et donc là, dans un arrêt récent du 18 mai 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation nous dit que le caiming ne peut pas être considéré comme un acte prostitutionnel parce qu'il n'y a pas de contact physique. Donc, elle réaffirme sa jurisprudence qu'on a évoquée tout à l'heure sur ce qu'est ou ce que n'est pas un acte prostitutionnel. On s'est interrogé aussi dans le cadre de notre étude sur, au-delà de l'existence de ce cadre légal, est-ce que ce cadre pourrait évoluer? Est-ce que l'assistance ou l'accompagnement sexuel pourrait être ou devenir légal? Alors, pour ça, il y a deux possibilités. En tout cas, nous, on en a identifié deux. La première, ce serait qu'on ait une évolution juridique qui consisterait à légaliser le recours à la prostitution, et donc y compris sur la forme d'assistance sexuelle. Par contre, on s'est empressé de préciser que cette évolution, elle paraît peu probable en France à court terme, parce que la France est signataire d'une convention internationale pour la répression et la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui. Et donc, il faudrait sortir de cette convention. En tout cas, juridiquement, ce serait compliqué de rendre légale la prostitution sans modifier le reste des engagements français. L'autre possibilité, on s'est demandé du coup, est-ce que sans la légaliser, on pourrait la rendre licite? C'est-à-dire en quelque sorte la tolérer sans modifier la loi pénale. Et là, c'est possible, oui. On pourrait imaginer une solution juridique qui consisterait à autoriser l'assistance ou l'accompagnement sexuel, mais à titre dérogatoire, sans procéder à une modification de la loi et donc au retrait de la convention dont on est signataire. Pour ça, ça peut se faire par deux voies, soit par la voie législative, donc par les deux assemblées, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, mais ça peut aussi se faire de manière réglementaire uniquement par
une décision gouvernementale. Donc, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc, en prévision de la 6e Convention nationale du handicap qui a eu lieu en avril 2023, le CNCPH, lui, s'était prononcé en faveur d'une autorisation de l'assistance sexuelle à titre dérogatoire et expérimental. Donc là, on a repris une partie de leur proposition. Donc, il s'agissait de proposer un temps d'expérimentation de 2 ans sur 2 régions, avec un financement par l'assurance maladie et ou la prestation de compensation du handicap. Ça aurait consisté avec la création d'un comité éthique spécifique, donc avec un cahier des charges. Le cadre légal, c'est celui que je viens de vous exposer sur le fait de la rendre licite sans modifier la loi. Et puis donc, on aurait eu un levier de changement à travers la loi de sécurité sociale. Cette proposition, en fait, elle n'a pas été retenue par le gouvernement. Et donc, en l'état, ça reste en état de projet. Avant que je passe sur les aspects éthiques, est-ce que sur ces aspects juridiques, vous voulez rebondir? Il y a des interrogations, il y a des choses que vous voudriez qu'on reprécise ou à discuter? Oui, allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Attendez, je vais remettre la caméra, ça va être plus chouette. Oui, j'avais une question concernant justement la dernière slide sur le projet du CNCPH. En fait, justement, moi, j'en étais restée à l'idée que ça allait se mettre en place et puis finalement, c'est resté à l'état de projet. Donc, ça veut dire que très concrètement, ça en est où, étant donné qu'il me semblait qu'il y avait des expérimentations qui avaient quand même vu le jour, notamment dans le Grand Est. Non, pas du tout. À notre connaissance, c'est resté à l'état de projet. En fait, c'était en vue de la convention et ça n'a pas été retenu par le gouvernement comme des options qui souhaitaient mettre au travail. Donc, c'est à l'état de projet et je ne crois pas que ça ait commencé, non. Bon, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, observations ou questions sur cette dimension juridique? Bon, très bien. Donc, je vous propose qu'on se projette du coup sur la dimension éthique parce que ça, c'était vraiment aussi quelque chose qui est apparu lors de notre étude. C'était que les dimensions juridiques ne règlent pas toute la question de l'assistance sexuelle et puis que donc il fallait qu'on ait aussi un certain nombre d'éléments, notamment sur la question éthique. Donc, sur cette question éthique, comme le disait Anastasia, le comité consultatif national éthique a été saisi une première fois, puis on lui a redemandé une deuxième fois, donc une première fois en 2012, puis une deuxième fois en 2021, qu'il se prononce en faveur, ou en tout cas qu'il se prononce sur les bienfaits de l'assistance ou de l'accompagnement sexuel. Donc sa position qu'il a réaffirmée en 2021, c'était celle de 2012, à savoir son attachement au principe de non-utilisation marchande du corps humain, sur son refus de considérer l'aide, donc là il faut comprendre aussi assistance ou accompagnement sexuel comme une situation professionnelle comme une autre. Puis là aussi la réaffirmation qu'il ne peut être éthique qu'une société instaure volontairement des situations de suggestion, même pour compenser des souffrances réelles. Donc ça, c'est vraiment sa position dans son avis 118 de 2012, qu'il a de nouveau réitéré en 2021 suite à la question posée par Mme Cluzel. Quand on a exploré un peu ce champ-là, nous, ce qui nous est apparu, c'est qu'en fait, il y avait vraiment 2 courants, on va dire, différents sur cette question éthique, notamment au regard de l'appréciation que les gens ont de la notion de dignité. Dans un premier cas, on a relevé qu'il y avait une approche qu'on pourrait dire subjective de la dignité, avec des contours qui sont finalement relatifs. Chacun va pouvoir déterminer ce qu'est digne pour lui ou ce qui n'est pas digne pour lui. Et donc, on va donc avoir des différentes appréciations de cette dignité.
Les valeurs fondamentales qui vont être mises en avant dans ce courant, c'est plutôt la question de l'autonomie personnelle et de la liberté individuelle de chacun de mener la vie qu'il entend. On va s'appuyer sur le développement d'un droit à la sexualité qui est perçu vraiment comme un outil d'émancipation individuelle. Et donc la dignité, c'est un élément central dans cette dynamique-là. Et donc le rôle de l'État pour les prenants de cette conception, c'est vraiment de permettre le libre choix des individus et surtout le fait qu'ils puissent garantir le respect de leur vie privée. Donc soit par une réglementation de la prostitution ou de l'assistance sexuelle, soit par sa libéralisation. Donc là, on vous a mis entre parenthèses CS pour Corps Solidaire, qui est une des deux associations qui militent pour l'assistance sexuelle, et puis la PAS, qui est l'autre association qui ont deux visions un petit peu différentes, mais qui reposent en tout cas sur cette vision plutôt subjective de la dignité. Et puis, face à ce premier courant, on a un deuxième courant qui, lui, va prôner une vision objective de la dignité. Et donc, pour eux, la dignité, c'est un absolu. C'est une qualité intrinsèque à la personne humaine à laquelle on ne peut renoncer. Et donc, elle ne va pas dépendre de chacun. C'est quelque chose qui est absolu et qui est commun à tous. Donc, les partisans de ce courant, eux, ils ont une vision, comme le disait le Conseil consultatif national éthique, de non-patrimonialité des corps. Donc, ils vont prendre l'idée qu'on ne peut pas vendre son corps, qu'on ne peut pas louer son corps, même si on en a envie et même si toutes les parties prenantes sont d'accord, ce n'est pas possible parce que ça viendrait entraver objectivement la notion de dignité. Pour eux, la fonction du droit, ça va être d'assurer la protection des personnes, notamment des plus vulnérables. Et à l'intérieur des plus vulnérables, ils mettent aussi les travailleurs du sexe. Donc, il va s'agir de protéger les travailleurs du sexe en garantissant leur dignité. C'est ce qui va expliquer, par exemple, que depuis 2016, on a une pénalisation de clients, mais plus des personnes en situation de prostitution. Et puis donc, pour les partisans de ce courant, les missions de l'État, ça va donc être, comme je viens de le dire, de pénaliser le recours à la prostitution et aussi de lutter contre les violences faites aux femmes et la traite des êtres humains, parce que pour eux, il y a des connexions très fortes entre prostitution, violence et traite des êtres humains. Voilà très rapidement sur la question éthique ce qu'on a pu relever. Peut-être de la même manière, avant qu'on passe au deuxième volet, est-ce que vous avez des réactions ou des observations à faire? Ou des questions? Ou des questions, oui. Non, c'est bon pour tout le monde. On passe au volet 2. Donc, le volet 2 sur les acteurs de l'accompagnement. Désolée, je vous coupe. Par rapport aux autres pays, comment ils se positionnent en termes législatifs? Je pense notamment à la Suisse et la Belgique. Alors, la Suisse et la Belgique, dans ces deux pays-là, la prostitution est légale, en tout cas dans certains cantons, donc l'assistance sexuelle l'est par extension aussi. Ils ont des positions historiques un peu différentes de celles de la France, en Allemagne aussi, aux Pays-Bas aussi, dans certains États des États-Unis aussi, en Israël aussi. Il y a beaucoup de pays qui ont des positionnements qui sont assez différents de celui de la France sur ces questions-là. C'est souvent en lien avec une légalisation déjà en fait de la prostitution. Il n'y a pas de pays où la prostitution serait illégale, mais il y aurait une espèce de tolérance pour l'assistance sexuelle. En tout cas, pas à ma connaissance, non. On retrouve vraiment du coup ces deux options en fait de la dignité. Pour ces pays, les pays dont vous parlez, Suisse, etc., la question de la dignité, elle est plutôt subjective. Et en fait, le rôle de l'État, c'est de garantir la liberté de chacun et non pas de les restreindre la liberté. Contrairement à l'État, en France, on a plutôt une vision d'un État, en tout cas plus fort, qui peut protéger la dignité de manière objective. Camille, vous avez fait la... Est-ce qu'on sait, est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Super. Est-ce qu'on sait s'il y a déjà eu des affaires de recours à l'assistance sexuelle qui sont arrivées jusque devant un juge, et du coup s'il y aurait eu des condamnations en ce sens-là, ou pour le moment c'est quelque chose qui se fait tellement sous le manteau que c'est pas arrivé jusqu'à la justice?
Alors, pour le moment, à ma connaissance, en épluchant un peu la jurisprudence, il n'y a pas eu de condamnation pour recours à l'assistance ou à l'accompagnement sexuel. Et je pense même que certains juristes attendent qu'il y ait des affaires en cours, puisque peut-être qu'on serait sanctionné au niveau européen, parce qu'on ne serait pas en conforme avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, elle, garantit une liberté de la vie privée des citoyens, et notamment sur la question sexuelle. Donc, juridiquement, il pourrait y avoir des enjeux. Mais jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a pas eu de sanctions. Contrairement à la prostitution, où là, il y a quelques condamnations chaque année. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Bon, alors on va passer au volet 2, donc sur les acteurs de l'accompagnement et de l'assistance sexuelle en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a pu avoir des entretiens téléphoniques avec deux associations, donc la PAS et Corps Solidaire, qui sont les deux associations qui en fait font des formations d'accompagnants ou d'assistants sexuels qui exercent en France. Alors, j'insiste bien sur le fait que c'est des associations qui forment des personnes qui exercent en France, puisque les deux ne sont pas des associations françaises. Voilà. Il y en a une, la PAS, qui est française et qui du coup fait ses formations sur le territoire français. Corps Solidaire, c'est une association suisse et qui fait plutôt ses formations en Suisse, même s'il y a parfois quelques regroupements côté français. Mais en tout cas, voilà, pour les deux, les assistants sexuels ou les accompagnants sexuels qui forment exercent par la Suisse ou peuvent exercer par la suite en France. Et puis, ces associations, elles font aussi des mises en relation entre les personnes qu'elles ont formées et des personnes en situation de handicap. Donc, les mises en relation sont faites en fait via leur site internet où il y a un formulaire de contact à remplir. Voilà. Alors, pour les deux associations, comme je vous le disais tout à l'heure, la dénomination n'est pas la même. Voilà, la PAS va parler d'accompagnement sexuel, pendant que Corps Solidaire va parler d'assistance sexuelle. Dans les faits, ensuite, quand on a pu échanger avec eux sur ce qu'il en était des rencontres et voilà, de ce qui pouvait se passer dans la rencontre et de ce qui était attendu, finalement, ça recouvre à peu près les mêmes réalités. Mais on va dire que l'idée de départ ou leur postulat n'est pas tout à fait le même. Au niveau de la connaissance du cadre légal, donc du fait que l'assistance ou l'accompagnement sexuel est assimilé à de la prostitution en France, les deux sont tout à fait au clair avec ce cadre légal, mais par contre, il n'y a pas d'auto-identification de l'une ou de l'autre association au fait que l'assistance ou l'accompagnement sexuel, c'est de la prostitution. Pour les deux, ça se différencie de la prostitution pour deux arguments voilà, qui sont donnés. L'un, parce qu'il n'y a pas de recherche de fidélisation du client, et aussi parce que au niveau des tarifs qui sont faits, ce n'est pas ce qui est tarifé, c'est le temps de la rencontre et ce n'est pas l'acte en lui-même. Ça ne dépend pas de ce qui se passe pendant la rencontre. Et puis, après, les autres différences, évidemment, ça va être aussi du côté de la formation des assistants sexuels ou des accompagnants sexuels et du fait qu'il n'y a pas qu'une relation sexuelle, mais pour eux, il y a aussi d'autres choses qui se passent pendant ce temps de la rencontre. Au niveau des dates de création des associations, donc c'est relativement récent, hein. Pour la PAS, c'est 2015 et pour Corps Solidaire, c'est 2009. Mais comme on le verra par la suite, pour les deux, les premières formations ont commencé en 2015. La nationalité de l'association, je vous en ai déjà parlé. Au niveau des zones d'intervention, du coup, des accompagnants ou des assistants sexuels, eh bien, pour la PAS, pour la plupart, ils exercent en France. Et pour Corps Solidaire, il y en a qui exercent qu'en Suisse, d'autres qu'en France et d'autres en Suisse et en France. Au niveau des personnes qui sont à l'origine de l'association, là, on a aussi des choses assez différentes, puisque du côté de la PAS,
Donc, ce sont Marcel Nuss et sa femme Gilles Prévonus qui sont à l'origine de l'association. Marcel Nuss étant une personne en situation de handicap et sa femme, une ancienne prostituée, voilà, qui du coup ont créé cette association, qui est une association vraiment très militante en ce qui concerne la question de l'accompagnement sexuel. Du côté de Corps Solidaire, on est du côté d'une association qui a été créée par des assistants sexuels pour des assistants sexuels. En fait, ce sont d'anciens membres d'une association qui s'appelait CEP, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une association suisse, qui formait des assistants sexuels depuis quelques années. Et voilà, ces assistants sexuels, formés dans le cadre de l'association CEP, ont souhaité avoir une association à eux, et donc ont créé Corps Solidaire, sauf voilà, une personne d'entre eux n'est pas assistant sexuel. Et au niveau du modèle financier, là pour le coup, c'est quelque chose de très proche, puisqu'il n'y a pas de salariés dans aucune des deux associations. Ça repose sur le bénévolat que de quelques personnes, vraiment voilà, moins d'une dizaine, même s'il y a plus d'adhérents. Mais en tout cas, pour ceux qui sont actifs, on va dire, dans l'association, on est sur voilà, une dizaine de personnes, voire un peu moins. Et pour les deux, ce sont des associations à but non lucratif. Donc, je vous le disais, les dates des premières formations pour les deux, 2015. Au niveau du coût et de la durée de la formation, alors là, c'est des choses assez différentes, hein, puisque pour la PASS, on est dans une formation qui, en fait, se déroule sur un regroupement d'un grand week-end de 3 jours, donc 24 heures de formation. Alors que du côté de Corps Solidaire, alors on a 120 heures de formation, mais 120 heures de formation qui sont réparties sur une année entière, avec plusieurs regroupements sur plusieurs week-ends de 3 jours, dont un week-end, le premier week-end, qui est un week-end préalable, pendant lequel, en fait, les formateurs vont aussi observer et voilà, déterminer si la personne pourra continuer la formation ou non. Et puis, la personne aussi pourra d'ailleurs dire si elle souhaite ou pas continuer. Donc voilà, on a deux modèles de formation là, qui sont assez différentes dans la forme. Et puis, finalement, aussi dans le contenu. Alors, les contenus théoriques sont finalement assez semblables, avec de la sensibilisation autour de la question du handicap, la question de voilà, comment aussi on va manipuler un corps qui peut être fragile. Voilà. Et par contre, aussi la différence, ça va être que du côté de la PASS, au niveau des mises en pratique, on va avoir juste des massages classiques, j'ai envie de vous dire, voilà. Alors que du côté de Corps Solidaire, il va y avoir des massages sensuels et sexuels pendant le temps de la formation. Et sur l'année aussi qui va s'écouler, il y a un moment donné où l'assistante sexuelle en formation va aller rencontrer une personne en situation de handicap qui aura été du coup volontaire pour faire une première mise en situation et qu'il y ait une première assistance sexuelle qui soit mise en place pendant le temps de la formation, avec du coup un accompagnement de Corps Solidaire qui aura des échanges avec et la personne en situation de handicap et la personne en formation avant la rencontre et après la rencontre. Au niveau des critères d'accès à la formation, donc il y a des critères de sélection des candidats avant la formation et pendant la formation. Alors, les critères de sélection avant la formation, par exemple, ça va être que les candidats doivent avoir un travail par ailleurs. Ça ne peut pas être leur souhait d'avoir comme seule rémunération le fait de faire des accompagnements ou des assistances sexuelles. Et puis après, il y a un certain nombre d'autres critères, dont des critères qui sont plus subjectifs, voilà, de voir un peu comment se comporte la personne, comment les formateurs voilà, l'aperçoivent, etc., dans ce futur rôle qu'ils auront. Mise en pratique, du coup, je vous ai déjà un peu dit tout à l'heure.
Et puis, pour aussi accéder aux services de mise en relation entre, du coup, accompagnants ou assistants sexuels et personnes en situation de handicap, il y a aussi là un certain nombre de critères qui doivent être remplis pour que les assistants ou accompagnants sexuels puissent avoir accès à ce service. C'est déjà d'avoir participé à la formation, d'avoir une attestation de formation du côté de la PAS, et après des critères en effet plus objectifs, aussi là avec à nouveau concernant la personnalité des personnes qui vont essayer d'évaluer pendant le temps de la formation. Du côté de Corps Solidaire, eux parlent d'un certificat de formation qui vient attester de la participation de la formation, mais aussi de la réalisation pendant le cours de l'année par les participants à la formation d'un portfolio, c'est-à-dire alors ça peut être un écrit, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être ça peut avoir des formes différentes, mais qui attestent de l'évolution du parcours de la personne pendant la formation. Et puis également là, on retrouve des critères plus subjectifs concernant la personnalité des candidats, enfin des futurs accompagnants et assistants sexuels. Au niveau des profils des accompagnants ou assistants sexuels, on retrouve 3 catégories de personnes. Alors ça, c'est des catégories qui ont été définies au départ dans la thèse de Pierre Brasseur, qui est un sociologue qui a fait sa thèse donc, sur cette question de l'accompagnement ou de l'assistance sexuelle. Donc les 3 catégories, ce sont déjà des prostituées. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont prostituées et qui viennent se former sur ces questions d'accompagnement ou d'assistance sexuelle. Des professionnels du prendre soin. Alors là, dans les professionnels du prendre soin, on peut retrouver des profils assez divers, des kinés, des infirmiers psychiatriques, voilà. Enfin, en tout cas, des éducateurs spécialisés, en tout cas des professionnels qui sont dans le prendre soin, que ce soit le prendre soin, on va dire, physique, psychique, etc. Et puis après, il y a une autre catégorie qui sont ce que Pierre Brasseur a appelé les passagers clandestins, donc qui n'appartiennent à aucune des 2 premières catégories, mais voilà, des gens qui sont musiciens, boulangers, experts comptables, etc., voilà, qui viennent aussi se former. Au niveau des profils des personnes en situation de handicap, donc qui font la demande, alors là, c'est dans ce qu'attendent les associations. Du côté de la PAS, leur offre va plutôt vers un public de personnes avec un handicap moteur important, avec une grande dépendance. Ils ont pu nous dire qu'ils ont à un moment donné un peu travaillé avec des personnes avec un handicap psychique, mais que finalement, ce n'était pas forcément leur domaine de compétences premières, et donc ils sont plutôt centrés sur des personnes avec un handicap moteur. Du côté de Corps Solidaire, pour le coup, leur public cible, c'est des personnes avec tout type de handicap. Mais par contre, qui, du fait de leur handicap, sont privées de relations. Voilà, donc là, du côté de Corps Solidaire, on va avoir quand même majoritairement des personnes avec un handicap moteur, mais il y a aussi des personnes, par exemple, qui ont des troubles de l'autisme, mais qui sont en tout cas privées de relations. Au niveau de la manière dont les mises en relation sont faites, pour les 2 associations, ça se fait à peu près de la même manière, en 5 étapes. Il y a une première prise de contact via leur site internet, donc comme je vous le disais tout à l'heure, sur le site internet des 2 associations, assez rapidement, on peut voir des formulaires de contact si on souhaite avoir recours à un assistant ou un accompagnant sexuel. Ensuite, il y a un entretien préalable qui est fait avec une des personnes de l'association, qui n'est pas l'accompagnant ou l'assistant sexuel qui va après faire la rencontre. Une fois qu'il y a eu cet entretien préalable qui vient un peu définir si la demande de la personne est bien une demande d'accompagnement ou d'assistance sexuelle,
Si au niveau de l'association, ils considèrent que oui, là, il y a une mise en contact avec un accompagnant ou un assistant sexuel. C'est les coordonnées de l'accompagnant et de l'assistant sexuel qui sont données à la personne qui est en demande. Et du coup, c'est cette personne qui, après, va faire le pas de contacter l'accompagnant ou l'assistant sexuel. Ensuite, si elles ne franchissent pas là, il y a un entretien en visio ou en présentiel avec l'accompagnant ou l'assistant sexuel qui vient, en fait, pour que les deux parties se mettent d'accord sur ce qui se passera pendant la rencontre. Alors, les deux associations nous ont bien dit, ça peut évoluer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils vont se dire quelque chose au moment de l'entretien que ça ne va pas pouvoir évoluer. Par exemple, quelqu'un qui va dire vouloir un rapport sexuel, voilà, l'accompagnant ou l'assistant sexuel est d'accord. Le moment de la rencontre, la personne ne souhaite pas, et ben voilà, ça ne se fait pas. Mais c'est aussi pour mettre les limites voilà, de chacun, cet entretien, voilà, pour un peu savoir ce qui est possible. Et puis ensuite, il y a vraiment le temps de la rencontre pour l'accompagnement ou l'assistance sexuelle. Alors, je vois que le prix vient après, mais je vais peut-être vous en parler juste là rapidement. Pour le prix, pour les deux associations, c'est environ 150 € pour 1h30. L'autre nous dit 150 € pour de 1 à 2 heures. On est à peu près sur les mêmes tarifs. Simplement, c'est juste la 5e étape de la mise en relation, donc vraiment la rencontre qui est financée, enfin qui doit être payée. Les autres étapes, si ça s'arrête à l'étape 4, la personne ne doit rien. Et autre précision, c'est bien l'accompagnant ou l'assistant sexuel qui est rémunéré, enfin qui est payé. L'association ne touche rien. Au niveau du nombre de demandes par an, alors on est sur des chiffres assez différents, là pour le coup. Environ 300 demandes, un peu moins d'une par jour, nous dit la PAS, donc en 2023, alors que du côté de Corps Solidaire, donc les derniers chiffres qu'on a eus, c'était 2020, et on était à 74 demandes. Au niveau des critères de choix pour la mise en relation, il y a déjà la question du genre. Donc, on va demander à la personne en situation de handicap si elle souhaite rencontrer un homme ou une femme. Ensuite, il y a la question de la distance géographique, puisque, en fait, il y a les accompagnants ou les assistants sexuels sont surtout dans les grandes villes. Donc, Paris, Lyon et Marseille. Dans les autres zones voilà, en France, il n'y en a pas beaucoup, et voire il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. Donc, voilà, suivant où habite la personne en situation de handicap qui fait la demande, parfois on va pouvoir répondre à sa demande et parfois ça ne va pas être possible. Il y a des assistants sexuels qui sont d'accord aussi pour se déplacer, d'autres non. Voilà. Donc ça va. En tout cas, cette question géographique est assez importante. Ensuite, ça va dépendre de la prestation proposée par l'accompagnant sexuel ou l'assistance sexuelle, puisqu'il y en a qui, par exemple, ne sont pas d'accord pour la pénétration, alors que c'est une demande de la personne en situation de handicap. Donc voilà, on ne va pas les envoyer vers elle. Ensuite, il y a la question de la différence d'âge, puisque ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, les demandeurs, donc les personnes en situation de handicap qui demandent l'assistance ou l'accompagnement sexuel sont souvent assez jeunes, alors que les personnes formées étaient en tout cas jusque-là des personnes plutôt voilà, d'un certain âge, voilà, on va dire autour de 50 ans. Les demandeurs étaient plutôt en dessous de 30 ans. C'est a priori un peu en train de changer avec des personnes qui demandent de la formation d'accompagnement d'assistance sexuelle qui sont de plus en plus jeunes actuellement. Et puis après, il y a d'autres critères plus subjectifs, comme voilà, on voit mieux cette personne avec celle-ci, etc., selon voilà, les termes à peu près exacts qui nous ont été rapportés. Au niveau des liens contractuels entre les associations et les accompagnants sexuels, il n'y en a aucun. Voilà, il n'y a pas d'obligation pour eux, pour les accompagnants, les assistants sexuels, d'être en lien avec les associations après la formation, de passer pour la mise en lien, pour la mise en relation avec eux, etc. Il n'y a rien que contractualiser.
Pour la dispersion géographique, je vous en ai déjà parlé. Et au niveau du nombre d'assistants, d'accompagnants sexuels actifs en France en 2023, donc du côté de la PAS, on était sur 34, et du côté de Corps Solidaire, donc pour les accompagnants et assistants sexuels actifs donc en France, environ 15, plus pour le Corps Solidaire évidemment si on va du côté de la Suisse, mais pour ce qui est de la France, environ 15. Voilà, donc comme élément de conclusion par rapport à ces deux associations et aux entretiens téléphoniques, ah oui, il y a une mauvaise interconnaissance et une absence de lien entre ces deux associations, voilà, qui pouvaient penser pour l'une que l'autre ne faisait pas de mise en relation, voilà, au niveau même du déroulé de la formation, ils n'ont pas forcément une vision exacte de ce qui se passe pour l'autre, et une absence de lien, c'est-à-dire que si à un moment donné, sur un territoire, une association ne peut pas répondre, ils ne vont pas transférer la demande à l'autre association. Des fois, le lien peut se faire entre assistants ou accompagnants sexuels qui parfois se connaissent. Là, des différences terminologiques, ça je vous en ai déjà parlé, et puis des approches différentes de la question de la formation. Par contre, voilà, des associations qui, pour les deux, se situent elles-mêmes à l'écart de la question de la prostitution, mais aussi du site ou de l'agence de rencontre. Pour les deux, ils ont un certain nombre comme par exemple le fait de payer les prestations qui vient, ou le fait que les personnes n'aient pas aussi de choix de critères physiques pour choisir qui va venir faire l'assistance ou l'accompagnement sexuel. Il se différencie là d'un site de rencontre ou d'une agence de rencontre. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour les entretiens téléphoniques. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Camille? Alors, j'avais deux questions. La première, est-ce qu'une personne en situation de handicap doit repasser à chaque fois par les 5 étapes, ou une fois que la mise en relation a été faite, elle peut recontacter son accompagnant ou assistant sexuel indépendamment des assos? Non, en effet, si elle a les coordonnées de l'accompagnant ou l'assistant sexuel et que celui-ci lui convient et qu'elle souhaite continuer avec, elle n'est pas obligée de repasser par l'association. Ça peut être un lien après direct. Après, ce qui arrive des fois, c'est qu'ils souhaitent changer et dans ce cas-là, oui, il faut repasser par l'association. Mais non, une fois qu'ils ont les coordonnées de quelqu'un, ils peuvent se débrouiller. Ok. Ma deuxième question, c'était au niveau des formations. Comment est-ce que se fait l'apprentissage, notamment autour du consentement pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle? Alors ça, on n'est pas rentré dans ce détail-là. Je ne vais pas pouvoir répondre en détail. Après, non, je vais pas pouvoir répondre. Si ce n'est qu'on s'est quand même questionné dans l'étude sur cette question du consentement, oui. Et ça ne nous est pas apparu comme un enjeu majeur, parce qu'en fait, il y a pas mal de filtres sur la demande, sur une charte qui est signée. Dans les témoignages qu'on a eus, ça ne nous est pas apparu comme un enjeu majeur, alors qu'a priori, nous, on s'attendait à ce que ça en soit un. D'accord, mais c'est peut-être qu'il y a des pré-filtres avant et suffisamment de sécurité qui permettent d'éviter la question dont on parlait. Oui, les 5 étapes, en fait, les 4 étapes préliminaires permettent en effet de pouvoir interroger cette question-là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non, on continue. Alors, sur la question des questionnaires donc, qui ont été envoyés donc, aux personnes en situation de handicap, aux accompagnants assistants sexuels, aux professionnels des ESMS et aux aidants. Donc, on a eu 13 réponses dans les structures ciblées pour les personnes en situation de handicap, 6 femmes, 7 hommes. Donc, on est à peu près sur un équilibre. Au niveau des assistants sexuels, on en a eu 7 qui travaillent qui exercent en Bourgogne-Franche-Comté, 3 femmes, 3 hommes. Au niveau des professionnels des établissements médico-sociaux, on a eu 66 réponses dans les structures ciblées, 60 femmes, 6 hommes. Mais bon, ce qui n'est pas étonnant, parce que ça reflète à peu près la réalité des professionnels dans les établissements médico-sociaux.
Et puis, au niveau des aidants, on a eu 9 personnes qui avaient le profil ciblé, 5 femmes et 4 hommes. Donc, soit au total, on a eu 94 réponses dans les structures qu'on avait ciblées au départ. Alors, pour les personnes en situation de handicap, donc il y en a eu 13 dans les ESMS ciblés. 100% des répondantes présentent une déficience intellectuelle, 8% ont une déficience motrice et 61% ont entre 30 et 50 ans. Donc, pour 92% des répondants ont ou souhaiteraient avoir une vie amoureuse. 54% affirment avoir une vie amoureuse. Et parmi les 6 qui n'en ont pas, il y en a 5 qui affirment en souhaiter une. Il y a 50% des enquêtés qui affirment aussi avoir une vie amoureuse, mais qui déclarent ne pas avoir de vie sexuelle ou de partenaire. Comme quoi, la question de la sexualité et de la vie amoureuse, et voilà, en tout cas pour 50% des personnes, il n'y a pas forcément de besoin d'avoir une vie sexuelle avec la personne avec qui ils ont une relation amoureuse. Il y a 85% des répondants qui ont ou souhaitent avoir une vie sexuelle, 45% qui affirment en avoir une et 6 qui affirment en souhaiter une, et 2 qui souhaitent être aidés dans leur vie sexuelle. Par contre, aucun répondant ne déclare vouloir faire appel à quelqu'un pour satisfaire ses besoins sexuels de manière directe. Donc là, pour tous ceux qui nous ont répondu, en gros, aucun ne déclare souhaiter faire appel à un assistant ou un accompagnant sexuel. Donc voilà ce qu'il en est des personnes en situation de handicap, et aucun ne nous a dit non plus avoir eu recours. Voilà, sur tous ceux qui nous ont répondu, il n'y en a aucun qui nous ont dit avoir déjà eu recours à un assistant ou un accompagnant sexuel. Au niveau des questionnaires des accompagnants ou assistants sexuels, on en a eu 6 qui travaillent en Bourgogne-Franche-Comté, 50% de femmes, 50% d'hommes, 100% ont plus de 40 ans, 100% ont été formés. Au niveau des estimations, puisqu'on demandait des fourchettes de nombre de personnes qui sont accompagnées, il y a, suivant leurs réponses, 7 à 9 personnes en Bourgogne-Franche-Comté qui ont bénéficié de prestations d'accompagnement ou d'assistance sexuelle dans la région. On pourrait se dire que peut-être il n'y en a que 7 à 9, pas seulement qui ont répondu, mais que ça reflète peut-être une certaine réalité. 6 travaillant en Bourgogne-Franche-Comté, étant donné que les plus grandes villes sont aussi assez éloignées, il y a peut-être que 6 accompagnants ou assistants sexuels qui sont déjà venus exercer en Bourgogne-Franche-Comté. C'est possible. La plupart des personnes qu'ils ont accompagnées ont des troubles moteurs ou un polyhandicap, et pour 25% des troubles du spectre de l'autisme. 50% des prestations réalisées par les accompagnants ou les assistants sexuels qui ont répondu à l'enquête sont homosexuels. Alors, est-ce que, on s'est un peu interrogé sur cette proportion. On s'est demandé si c'était parce que, il n'y a que 6 personnes qui ont répondu, donc est-ce qu'il y a un biais de ce côté-là? Est-ce que aussi c'est encore plus compliqué pour les personnes en situation de handicap qui sont aussi homosexuels de trouver un partenaire, et donc du coup il y en a plus qui se tournent vers les accompagnants, les assistants sexuels. Voilà, en tout cas c'est une donnée qui nous a un peu étonnés. Et les 3 profils des personnes qui ont répondu répondaient du coup aux idéotypes qui ont été proposés par Pierre Brasseur, dont je vous parlais tout à l'heure. Un est thérapeute sexuel. Alors, il se dit thérapeute sexuel, mais donc on peut dire en tout cas que c'est quelqu'un du côté où sa compétence au départ était du côté de la sexualité. Pour les autres, ce sont des professionnels du prendre soin, et ensuite on en a 2 du côté des passagers clandestins.
Au niveau des professionnels, il y a 90 professionnels qui ont répondu, 66 dans les établissements médico-sociaux ciblés. Et donc, il y a 62% des répondants qui affirment participer à l'accompagnement de la vie amoureuse et sexuelle des personnes qu'ils accompagnent, soit en proposant des espaces-temps dédiés pour l'intimité, en aidant à l'achat de médias pornographiques, en aidant des personnes en situation de handicap au positionnement, en apprenant les gestes de la masturbation sans aide physique. Donc là, on peut imaginer peut-être par l'aide de pictogrammes, voilà, par exemple, en proposant une mise à disposition d'un lit double, ou en aidant à l'achat de sextoys, ou en accompagnant les personnes dans un sex shop. Pour les personnes qui ne souhaitent pas, non, qui affirment, pardon, ne pas participer à l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap, on en a quand même 72 qui ne souhaitent pas accompagner sur cette question-là. Donc finalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'une majorité professionnelle qui n'accompagne pas sur cette question, en fait, ne souhaite pas le faire. Ce qui peut interroger sur leur mission, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui a pu ressortir de l'étude. Alors, sur les 66 personnes qui ont répondu dans les établissements ciblés, on a une seule personne qui nous dit avoir aidé une personne en situation de handicap qu'elle accompagne à avoir recours à une assistante sexuelle en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, l'assistance sexuelle, c'était une femme de 40 à 50 ans. La personne qui a eu recours, c'était un homme de 30 à 40 ans avec un handicap moteur. Et le recours à l'assistance sexuelle a été exceptionnel au sein de l'établissement. Et l'aidante était une psychologue travaillant en femme, voilà, et en concertation avec quelques collègues. Donc, pour les profils finalement de l'assistance sexuelle, on retrouve les profils assez classiques que nous ont aussi décrits les associations. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la majeure partie des demandes d'assistance sexuelle, c'est des demandes d'assistance de la part d'hommes pour des femmes. Donc là, voilà, et de la part d'hommes plutôt jeunes, et du coup avec une réponse d'assistance sexuelle plutôt plus âgée que la personne qui fait la demande, du fait juste de l'existence, voilà, qu'il n'existe pas d'assistance sexuelle jeune actuellement, ou peu. Voilà. Pour les questionnaires des aidants non professionnels, donc on a eu 9 réponses qui correspondaient au profil. Pour 89% des répondants, ce sont des parents. Et voilà, 89% des répondants déclarent ne pas accompagner leurs proches sur la question de la vie affective et sexuelle. Et seules 2 personnes déclarent le souhaiter. Et la personne qui déclare aider aide par la mise à disposition d'un lit double, des espaces-temps dédiés à l'intimité et un suivi gynécologique. Finalement, on retrouve des choses assez similaires à ce que proposent les professionnels. Et aucun aidant nous dit avoir aidé son proche à avoir recours à un assistant ou un accompagnant sexuel. Donc, au niveau des éléments de conclusion, donc, il y a peu de personnes qui ont recours à l'assistance sexuelle dans les ECMS ciblés. Peut-être aussi un tabou persistant autour de la question de la vie affective et sexuelle, notamment pour les personnes en situation de handicap, pour les professionnels plus âgés, parce que oui, on a pu aussi voir que ceux qui n'accompagnent pas et qui ne souhaitent pas accompagner sur les questions de vie affective et sexuelle, en fait, ce sont voilà, des professionnels, alors pas pour tous, mais majoritairement plus âgés. Peu de personnes en situation de handicap moteur qui sont aidées dans des établissements avec des personnes voilà, qui ont recours à l'assistance sexuelle. Et puis, une présentation d'homosexualité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le décalage entre l'âge de la demande et celle de l'offre, je vous en ai déjà parlé également. Voilà. On va avoir fini pour ce volet 2. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Non, pas de questions, des réactions? On passe au volet 3. Très bien, merci Nastasia. Donc, à l'issue de ce volet 2, qui se voulait plutôt quantitatif, on a mené donc une étude, cette fois plutôt qualitative, à travers des entretiens semi-directifs. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a rediscuté avec l'ARS du périmètre de notre étude, puisque comme vous l'avez vu, on avait ciblé un ensemble d'établissements avec une hypothèse que c'était les personnes les plus entravées qui avaient le plus recours et que les personnes, du coup, c'était celles qui étaient prises en charge d'un établissement. Et le questionnaire nous a montré que finalement, on était un peu passé à côté de notre public cible. Du coup, pour les entretiens, on a élargi le périmètre aux personnes qui étaient juste accompagnées, y compris hors établissement. Donc, on a reformulé notre question qui était dans quelle mesure les personnes en situation de handicap ont-elles recours à un accompagnement ou à une assistance sexuelle en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, on a identifié 9 personnes, puisque finalement, on voulait avoir 3 personnes dans chacune des 4 catégories, c'est-à-dire 12 entretiens, mais on n'a pas réussi à trouver des professionnels. On a trouvé simplement une seule professionnelle, qui est donc une psychologue, et puis uniquement 2 aidants, une maman et une cousine, parce que donc on n'a pas réussi à cibler. En tout cas, les gens ne sont pas manifestés pour qu'on puisse mener des entretiens semi-directifs avec eux. À l'inverse, pour les personnes en situation de handicap et les assistants sexuels ou accompagnants sexuels, là, on a trouvé du coup les 3 personnes et on a pu mener les entretiens semi-directifs. On avait donc 2 personnes avec un handicap moteur et une personne polyhandicapée. Donc, comme le disait Anastasia, vous voyez, plutôt jeune, 31 ans, 33 ans, 26 ans, comparé aux assistants sexuels et accompagnants sexuels qui, eux, avaient plutôt, donc, pour 2 d'entre eux, plus de 60 ans et pour la dernière, 46 ans. Donc, ce qu'on a essayé de faire à travers ces entretiens semi-directifs, ça a été de recueillir des données avec une trame chronologique qui était commune aux 4 publics qu'on a interrogés. Donc, cette trame commune, elle partait d'abord de l'évaluation des besoins initiaux d'accompagnement et d'assistance sexuelle, donc en amont de la prestation. On a interrogé les personnes sur le pourquoi du recours, en fait. Qu'est-ce que le recours, enfin le recours venait répondre à quel type de besoin? C'est qu'on a essayé d'identifier pour voir s'il y avait des nuances entre les différents publics qu'on avait identifiés. Et comme on va le voir, il y a des nuances. La deuxième chose qu'on a interrogée dans les entretiens semi-directifs, c'est finalement ce qui se passe durant la prestation et donc les caractéristiques et les modalités des prestations. Et puis, on a identifié un 3e temps qui était celui des effets produits par l'accompagnement et l'assistance sexuelle en aval de la prestation. Qu'est-ce que ça a transformé ou pas dans la vie des personnes en situation de handicap? On vous propose un petit tableau récapitulatif du coup de ces 3 temps avec les 4 publics qu'on a identifiés. Donc, concernant les personnes en situation de handicap, pour elles, le besoin initial auquel la prestation vient répondre, c'est essentiellement un besoin psycho-affectif. Donc, on avait identifié en fait parmi les besoins 3 grands types de besoins, biologiques, social et psycho-affectifs. Donc, dans chacune des catégories, on retrouve ces 3 grands types de besoins, mais chez les personnes en situation de handicap, celui qui est déterminant, on va dire, c'est plutôt le besoin psycho-affectif qui se matérialise au-delà de la prestation d'accompagnement sexuel en elle-même, on va dire, biologique. Sur le 2e temps, qu'est-ce qui se joue durant la prestation, 100% des situations qui nous sont remontées au travers de ces entretiens ont fait état d'un acte de pénétration, et pour 100% aussi, c'était leur premier rapport sexuel. On note une question aussi asymétrique, puisque dans une situation, la personne en situation de handicap s'est fait pénétrer par l'accompagnant sexuel, mais ce n'était pas réciproque. L'accompagnant sexuel ne souhaitait pas être pénétré par la personne en situation de handicap, donc dans le cadre d'une relation homosexuelle.
Tous nous ont fait aussi état de l'importance de l'écoute et des actes sensuels. Donc, ce qu'il y a à retenir de ce deuxième temps, c'est que manifestement, il y a pénétration et actes sexuels, mais que la prestation ne se limite pas à ça et qu'elle englobe, qu'elle embrasse d'autres dimensions. Sur le troisième temps, les effets produits, ce que nous ont dit les personnes en situation de handicap, c'était que ça procurait un plaisir immédiat, une jouissance immédiate liée à la prestation. Qu'il y avait aussi un effet normalisant, comme tout le monde, on avait une vie sexuelle et que ça c'était important, notamment pour les gens qui étaient en établissement, cet effet normalisant. Et là, on a été étonnés, c'est sur le dernier élément où les personnes en situation de handicap, de manière un peu contre-intuitive pour nous, nous ont fait état du risque de dépendance, non pas à la personne qui pratique l'accompagnement ou l'assistance sexuelle, mais plutôt à l'assistance ou à l'accompagnement sexuel. En disant le fait qu'on soit rentré dans cette pratique, finalement, on risque d'en être aussi dépendant. Donc avec une espèce de conscientisation sur cette dimension-là. Pour le deuxième type de public interrogé, les assistants accompagnants sexuels, les entretiens ont révélé que de la même manière qu'il y avait un besoin initial qui était essentiellement psycho-affectif, avec toutefois, pour certains assistants ou accompagnants sexuels, une différence de genre, en nous disant que pour les hommes, parfois, c'était quelque chose de peut-être plus biologique que pour les femmes, mais ce n'était pas non plus flagrant dans les entretiens qu'on a eus. Sur les caractéristiques des prestations, donc là, c'est ce que disait tout à l'heure Nastasia, c'est que c'est des prestations qui sont vraiment négociées et non standardisées, c'est vraiment du sur-mesure. Certains assistants ou accompagnants sexuels nous ont dit que parfois ça se résume à s'allonger à côté de la personne et éventuellement à discuter ou à la prendre dans les bras. La prestation, elle se limite à ça, si j'ose dire, alors que dans d'autres cadres, on a des pratiques sexuelles, y compris hétéronormées, avec voilà, toute une diversité qu'on retrouve hors du secteur du handicap. Alors là, par contre, pour le troisième temps, sur les effets produits, on va trouver une distinction avec ce que nous ont dit les personnes en situation de handicap, puisque pour les accompagnants et assistants sexuels, il y a vraiment un effet pivot, une portée thérapeutique presque à l'acte d'assistance ou d'accompagnement sexuel, avec une redéfinition du rapport au corps pour les personnes en situation de handicap, qui peut tendre vers une transformation de leur relation plus globalement aux autres. On a notamment un témoignage d'un assistant qui nous dit qu'après une seule prestation, une femme a pu finalement retrouver un rapport à son propre corps renouvelé et pu en fait par la suite mener différentes expériences sexuelles, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'effet pivot. Pour les deux dernières catégories, les professionnels et les aidants, là on note une différence sur les besoins initiaux, puisque pour eux, donc on les a rassemblés parce que finalement ça se recoupait assez largement. Les besoins, cette fois des personnes en situation de handicap, sur le pourquoi ils avaient recours, il n'était plus essentiellement psycho-affectif, il était essentiellement biologique. Souvent, on nous a dit que c'était un besoin naturel et que donc, les personnes en situation de handicap, elles devaient satisfaire ce besoin naturel biologique. Sur les caractéristiques des prestations, on n'a rien fait apparaître parce que finalement, les professionnels comme les aidants respectent, en tout cas dans ce qu'on a eu comme témoignage, respectent l'intimité des personnes en situation de handicap et ne veulent pas ou ne savent pas vraiment ce qui se joue durant la prestation. Donc ça, c'est un espace qui appartient à la personne et à l'assistant ou à l'accompagnant sexuel. Sur les effets produits par l'assistance ou l'accompagnement sexuel qui nous ont été rapportés par les professionnels et les aidants, on retrouve ce que nous ont dit les personnes en situation de handicap sur un plaisir immédiat, mais eux ont insisté aussi sur la dimension prévention des risques et effets éducatifs, avec notamment une crainte qui était celle que ces désirs ou ces besoins essentiellement biologiques se transforment, si ce n'est en agression, en tout cas en
en attitude, on va dire, parfois déplacée, et que du coup, l'assistance permettait de venir répondre à cette inquiétude sur la limitation de ces attitudes qui pouvaient parfois être vécues comme déplacées. Et donc ça vient sécuriser les professionnels et les aidants en se disant, si la personne a recours, ça limite ces risques-là. Et donc ça, c'est un discours qu'on n'a pas entendu du tout chez les personnes en situation de handicap, ni chez les accompagnants ou assistants sexuels. Voilà, avant de passer aux éléments conclusifs et notamment au regard de nos 3 hypothèses de départ, est-ce que vous avez des questions sur ce 3e volet qui est plus qualitatif? Oui, je vous écoute. Je vous pose plein de questions, je suis désolée. Est-ce que les pros et les aidants ont pu être informés de l'écart qu'il y avait entre ce qui supposait être les besoins des personnes en situation de handicap et ce qui était réellement les besoins des personnes en situation de handicap? Parce que là, on a quand même un écart qui est monstrueux entre un supposé besoin biologique qui en fait n'est pas du tout là, et en revanche un besoin psycho-affectif qui est complètement, qui est là et qui est exprimé. Alors, non, elles n'ont pas eu vent de ça en amont de l'étude, puisque ça, en fait, ça en résulte. C'est l'analyse des entretiens qui nous a permis de faire émerger ces différences-là. Il y a quand même des bémols méthodologiques. Bon, là, ça repose en fait sur le témoignage de 2 aidants et 1 professionnel, et puis sur celui de 3 personnes en situation de handicap. Mais il est vrai que ce qu'on a pu noter quand même, c'est que pour les aidants et les professionnels, il y avait vraiment cette dimension de prévention des risques. Avant, ou pour éviter que ça dérape, parce que c'est un besoin essentiellement biologique, ils le rattachent à ça, mais presque le rattachement au besoin biologique, il vient en réponse à une prévention des risques, qui seraient des attitudes mal placées ou des choses voilà, de cet ordre-là. Et donc, c'est pas étonnant, enfin nous, ça nous a pas semblé étonnant que finalement, dans les effets produits, eux, ils relevaient la dimension éducative, puisque finalement, je pense, a priori et a posteriori, que c'était ça qu'ils venaient chercher dans l'aide au recours. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il y a effectivement une différence. Je suis assez surprise que des pros pensent que le besoin biologique puisse justifier des agressions, des comportements déplacés. Qu'en revanche, ce soit réglé par la question de l'assistance ou de l'accompagnement sexuel, c'est presque un lien un peu logique, mais qui est ce lien comme quoi un besoin biologique justifierait une agression. Je suis un peu surprise, voilà, de la part de professionnels d'établissements médico-sociaux qu'il y ait cette espèce de biais qui est au final pas vraiment. Enfin, il semble qu'il y ait débunké depuis un moment que le sexe est un besoin physiologique. Ça ne vient pas le justifier, hein. C'est pas en termes de justification, c'est plus en termes d'explication. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en effet, si la personne n'a pas de relation sexuelle, elle va finir par devenir agresseur pour l'autre. Mais il ne le justifie pas, il l'explique. Et peut-être même que cette explication, elle est surdéterminante parce qu'elle répond essentiellement en fait, à un besoin un peu caché qui est celui de la prévention des risques. En tout cas, c'est une des hypothèses que nous, on pouvait faire à l'issue de l'étude. Qu'il le raccroche bon gré mal gré à une dimension essentiellement biologique pour justifier le fait qu'il puisse y avoir des agressions ou des attitudes inadaptées. Ils ont des attitudes inadaptées parce que c'est un besoin biologique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ok. C'est-à-dire qu'ils ont fait un lien dans leur tête, mais c'est ça, c'est un besoin de eux de comprendre, mais qui ne sont pas confrontés à ce que la personne en situation de handicap pouvait réellement ressentir si elle est capable de l'exprimer aussi. Parce qu'on est dans un endroit où c'est compliqué de savoir ce qu'il y a derrière, c'est compliqué à sortir aussi. Oui, je crois qu'il y a aussi peut-être. Enfin, après, on n'était pas là dans la relation, hein, mais peut-être aussi parfois une difficulté d'expression aussi des personnes voilà, en situation de handicap et puis de ce qu'elles vont dire à leurs proches aussi. Et puis là, on va un peu vite, hein. Je l'ai dit un peu rapidement, mais
pour chacune des catégories de personnes, il y a bien les 3 dimensions. Après, nous, on essaie d'isoler vraiment celle qui était surdéterminante, mais la réalité est un peu plus complexe que juste le tableau qu'on vous présente, hein, qui est un peu plus schématique. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres questions? Ça renvoie peut-être à la question aussi de l'approche plutôt négative qu'on fait par rapport à cette sexualité des personnes en situation de handicap versus maintenant une approche vraiment plus positive aussi de cette sexualité. Donc c'est tout l'enjeu aussi des travaux nationaux, des questionnements sur des recommandations de bonnes pratiques, voilà, d'avoir plutôt un focus plutôt positif que négatif qu'à travers ces risques, ces déviances comportementales de ces personnes en situation de handicap. Merci Madame Pierre, parce qu'il y a, en tout cas pour une des aidantes, c'était exactement ça la situation, c'est-à-dire que ça venait répondre à une situation de comportement inadapté. Si on a été sur l'assistance, c'était pour une situation avec une sexualité qui était vécue de manière négative. Ça ne venait pas répondre à forcément une situation, en tout cas de ce qu'on pourrait, sur un bien-être de la sexualité en tout cas. Et du coup, je trouve que ça renvoie à la question aussi dans la conversation de la formation des professionnels et puis aussi toute la question aussi de la prévention et des ateliers autour de la santé sexuelle, de la question voilà, de l'image de son corps, etc. Donc, toute la question de la mise en place aussi de la prévention. Il y a la question de la mise en place de la prévention, mais il y a aussi la question, et c'est vrai que même par ailleurs, au-delà de l'étude, c'est ce qu'on entend aussi du coup, de comment on fait pour faire des rencontres, pour avoir un partenaire, pour trouver un partenaire. Je crois que voilà, les personnes en situation de handicap aussi, leur question, elle est beaucoup là. Et puis, effectivement aussi de travailler cette question en dehors des situations, entre guillemets, de crise. C'est pas une fois que le problème apparaît que finalement qu'on embrasse la thématique, mais ça pourrait être quelque chose de fond. Effectivement, ça renvoie à la formation, je crois, sur ces questions-là. Je crois qu'il y avait Emma, c'est ça, qui a levé la main. Oui. Je voulais vous demander, oui, vous disiez que c'était une commande de l'ARS, cette étude. Est-ce que vous avez connaissance peut-être d'une généralisation sur le territoire français ou d'autres non? Parce que je trouverais ça quand même assez pertinent pour venir confirmer ou infirmer les hypothèses, enfin ajouter du contenu en fait finalement, parce qu'il y a des personnes qui ont recours à l'assistance sexuelle un peu ou l'accompagnement un peu partout en France et c'est très invisibilisé finalement du fait du cadre juridique et éthique que vous avez exposé. Ok, donc non. Pas à notre connaissance, en tout cas, non. Pour le moment, on est assez d'accord avec vous que ce serait intéressant de pouvoir avoir d'autres données pour couvrir un plus large territoire. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, on n'a pas eu de retour dans ce sens-là. Je ne sais pas si du côté de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, vous avez eu des retours d'autres territoires. Non, à mon niveau, non, j'ai pas d'informations plus spécifiques par rapport à ça. Après, clairement, on communiquera aussi, voilà, au niveau du national par rapport à cette enquête, cette étude. On verra aussi s'ils s'en saisissent sur un aspect plus large. C'est vrai que notre étude, je pense qu'il y a 2 caractéristiques fortes. Premièrement, on n'a pas de grande métropole, type Paris, Lyon ou Marseille, et donc ça peut vraiment changer les résultats. Et la deuxième chose, c'est aussi notre proximité avec la Suisse, où en fait, on se rend compte quand même de l'importance de corps solidaires sur les résultats qu'on a donnés, et puis sur cette question-là, en Bourgogne-Franche-Comté en tout cas. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe à la conclusion rapidement, parce que je vois que l'heure avance. Donc, rapidement, sur nos 3 hypothèses de départ. Donc, la première qui était que plus le degré d'entrave corporelle en lien avec le handicap est grand, plus l'intensité du recours à l'accompagnement est important. En fait, cette hypothèse a été assez largement affirmée, notamment par les questionnaires, où en fait les entraves paraissent parfois trop importantes, et donc ce n'est pas les gens les plus entravés qui ont le plus recours.
L'explication possible, vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est notamment le cadre juridique, et puis on l'a vu, pour les directions d'établissement, le fait qu'ils s'exposent à des conduites assimilées à du proxénétisme et le fait qu'ils encourent possiblement 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Et ce qu'on a pu aussi investiguer un petit peu, c'est le surcoût non négligeable pour les personnes qui sont en établissement, puisqu'il faut réserver une chambre d'hôtel, il faut un matériel pour le transport. Voilà, les prestations ont un coût et donc il y a un surcoût qui est non négligeable qui est lié au fait que les personnes se déplacent. La deuxième hypothèse qu'on avait formulée, c'était que la nature de l'attention portée par les accompagnants assistants sexuels est principalement corporelle, mais peut prendre d'autres avatars, donc d'autres formes. Et donc là, c'est plutôt confirmé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur des prestations qui incluent une dimension pénétration sexuelle, mais qui ne s'arrêtent pas là, avec une écoute possible, avec des prestations sensuelles, ou en tout cas des choses qui vont bien au-delà de juste le coït. Explication possible, ce sont les effets de la formation qui sont dispensés par les associations. Comme Nastasia le disait, la formation de la PAS et celle de Corps Solidaire sont assez différentes, y compris en termes de volume horaire, même si les contenus sont proches. En tout cas, ce que nous, on peut voir a posteriori, c'est qu'a priori, ça porte des effets puisque ça tend à se distinguer, en tout cas, de la prostitution, on pourrait dire, classique. Et la deuxième explication possible, c'est qu'on a un effet un peu libérateur sur le temps du fait du forfait. Donc, le forfait d'1h30 environ pour 150 €, où en fait, on n'arrive plus à l'acte. On a un espace-temps, et dans cet espace-temps, on peut prendre un temps qu'on n'aurait pas avec d'autres cadres dans la prostitution, on va dire, classique. Une hypothèse qu'on avait formulée, c'est que l'accompagnement à l'assistance sexuelle, ça revêt une dimension éducative qui contribue à développer l'autonomie des personnes en situation de handicap. Et donc là, on pourrait dire qu'elle est partiellement confirmée, cette hypothèse, puisqu'on a pu relever des effets éducatifs et thérapeutiques, notamment dans le discours des assistants sexuels et dans ceux des accompagnants, qui soient professionnels ou non professionnels. Mais les personnes en situation de handicap, elles nous ont dit qu'il y avait quand même un risque de dépendance, donc je le répète, non pas à une personne, mais à l'assistance ou à l'accompagnement en tant que tel. Et donc dans ce cadre-là, on n'irait pas forcément vers un développement de l'autonomie pour les personnes. Donc, juste pour conclure, 3 réflexions avec les transformations contemporaines du secteur, la dimension inclusive, et ça a été dit dans vos observations. Nous, ce qu'on a pu aussi mettre en lumière, c'est la fragilité des réseaux de socialisation des personnes en situation de handicap, avec des demandes qui sont quand même centrées sur des dimensions notamment psycho-affectives. Et donc, c'est pour partie de l'absence d'opportunités de rencontre qui les conduit à se tourner vers l'assistance ou l'accompagnement sexuel. C'est par défaut. La deuxième chose, c'est aussi tout le débat actuel sur la désinstitutionnalisation et notamment la proposition du CNCPH. On risque finalement de recréer une forme d'institutionnalisation de la sphère amoureuse et sexuelle. Et donc là, il y a un point d'interrogation aussi sur comment, si ça doit changer, cette question de l'accompagnement ou de l'assistance sexuelle, on pourrait l'intégrer dans une dimension où on limite l'institutionnalisation. Et puis le dernier axe de réflexion, c'est sur l'autodétermination et le développement du pouvoir d'agir, avec des écarts, comme on l'a dit, importants de perception entre les personnes en situation de handicap, les aidants et les accompagnants ou assistants sexuels quant aux motivations du recours et aux effets produits. Donc là, ça souligne encore une fois le risque de dépendance qui peut se créer du coup pour les personnes en situation de handicap. Et donc, en guise de conclusion, on était plutôt sur l'idée que l'évolution du droit, ça ne peut pas se résumer uniquement à une dimension juridique. Il y a sans doute d'autres leviers à actionner pour les personnes en situation de handicap, notamment sur leur place et, comme vous l'avez dit, sur leur capacité ou leur possibilité de faire des rencontres amoureuses et ou sexuelles. Donc voilà, j'étais un peu vite parce que l'heure avance. Donc on tenait à vous remercier pour votre attention. On vous précise aussi
que sur le site du CREI, vous pourrez retrouver le replay du webinaire, le diaporama qu'on vous a présenté aujourd'hui, l'étude complète, les livrets avec les repères juridiques et éthiques. Et puis, dans les semaines à venir, on aura aussi les versions FALC des livrets juridiques et éthiques qui seront disponibles sur notre site. Je ne sais pas si vous avez des observations, des remarques ou des questions sur ces conclusions, sur l'étude en général. Je vois qu'il y a des commentaires à l'écrit. Mais... Ben, je me joins également aux remerciements de l'ensemble des participants pour la qualité de ce travail et en espérant que voilà, il va permettre aussi de contribuer à faire évoluer les choses et à se réquestionner. Voilà, ça va permettre, nous, au niveau de la RS Bourgogne-Franche-Comté, de pouvoir engager aussi voilà, des discussions, des réflexions avec l'ensemble des acteurs sur cette question voilà, de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces retours. Bon, bah, écoutez, on peut peut-être du coup s'en arrêter là. Si vous avez plus de questions, d'autres réactions, merci en tout cas pour votre attention et pour ces échanges. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hop.